Aujourd'hui, nous examinons une affaire de la seconde moitié du 19e siècle. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'océan Atlantique Sud. En 1883, un avocat et homme politique australien nommé John Want est venu en Angleterre car il voulait acheter un yacht. Il avait déjà établi un grand cabinet d'avocats à Sydney et était connu pour investir dans des entreprises commerciales, dont beaucoup se sont révélées extrêmement rentables. Il était un passionné de yachting et, en 1862, son père avait été l'un des membres fondateurs du Royal Sydney Yacht Squadron. Monsieur Want s'est rendu dans la ville de Cowes, sur l'île de Wight, où on lui a présenté plusieurs yachts, mais il y en avait un qui a attiré son attention. Il s'agissait d'un yacht appelé le Mignonnette. Il avait été construit 16 ans plus tôt, en 1867, et mesurait 52 pieds de long. Même si le navire n'était pas conçu pour de longs voyages, c'était tout de même un bateau solide, et M. Want décida de l'acheter. Cependant, la seule façon pour lui d'amener le Mignonnette en Australie était de le faire naviguer jusque-là. Ce ne serait pas un voyage facile car, malgré ses 16 mètres de long, le bateau était considéré comme petit pour un tel périple, et la perspective de parcourir 24 000 km jusqu'en Australie n'était pas quelque chose que beaucoup de personnes approchées par M. Want étaient prêtes à envisager. Cependant, il persévéra et finit par trouver un équipage prêt à naviguer le Mignonnette jusqu'en Australie. Son capitaine était un homme de 30 ans nommé Sir Thomas Dudley. Étonnamment, il semblait très enthousiaste à l'idée d'entreprendre ce voyage, et il s'est avéré qu'il envisageait d'émigrer en Australie depuis un certain temps. Le premier officier était M. Edwin Stevens. Il avait 37 ans et était un marin très expérimenté. Ayant pris la mer pour la première fois à l'âge de 14 ans, les autres membres de l'équipage étaient Edwin Brooks, âgé de 39 ans, et un orphelin de 17 ans qui avait très peu d'expérience en navigation, nommé Richard Parker. Le premier officier Edwin Stevens avait déjà navigué avec Thomas Dudley et les deux s'entendaient bien. Le 19 mai 1884, les 4 membres principaux de l'équipage ont quitté le port anglais de Southampton à destination de Sydney. Pendant les 6 premières semaines, le voyage fut plutôt sans incident. Le soleil brillait la plupart du temps et la mer était relativement calme. Cependant, alors qu'ils naviguaient vers le sud en direction du cap de Bonne-Espérance, ils ont rencontré une tempête accompagnée de vents extrêmement violents. Nous étions maintenant le 5 juillet et, bien que le yacht semblait étonnamment bien résister aux conditions, le capitaine Dudley ordonna à l'équipage de se mettre à la cape. C'était une façon de ralentir la progression du bateau tout en fixant la barre et les positions des voiles. Il fit cela afin que le bateau puisse continuer sans être dirigé, permettant ainsi à l'équipage de se reposer. Cependant, à peine cela fut-il fait et Richard Parker envoyé sous le pont pour préparer à manger, qu'une très grosse vague s'abattit sur le yacht, emportant les bastingages, et le Mignonnette fut couché sur le côté. Le capitaine Thomas Dudley constata le danger menaçant le yacht et dit à Edwin Stevens qu'ils devaient rapidement mettre à l'eau leur unique canot de sauvetage. À peine le canot de sauvetage toucha-t-il l'eau que les 4 membres d'équipage montèrent à bord, ayant saisi le peu de provisions qu'ils purent. Alors qu'ils se retournaient et regardaient en arrière, ils virent le Mignonnette, le yacht qui avait été leur maison pendant les 6 dernières semaines, disparaître sous leurs yeux en coulant vers le fond de l'océan. Le canot de sauvetage était peu solide. Ses planches faisaient seulement 6 mm d'épaisseur et il n'était pas conçu pour affronter les conditions de l'océan Atlantique. Heureusement, avant de monter à bord du canot de sauvetage, le capitaine Dudley eut la présence d'esprit de prendre la boussole sur le pont, ainsi que le sextant et le chronomètre. Leur situation semblait assez périlleuse dans un canot de sauvetage fragile dérivant dans l'océan Atlantique, la terre la plus proche, la petite île de Sainte-Hélène, se trouvant à environ 700 miles de là. Les 4 hommes inspectèrent ce qu'ils avaient récupéré du yacht et, une fois tout rassemblé au centre du canot, ils prirent soudain conscience de la gravité de leur situation. Tout ce qu'ils avaient, c'était 2 boîtes de navets et pas d'eau potable. Le capitaine Dudley, marin expérimenté, fabriqua une ancre flottante avec peu de moyens. Celle-ci était conçue pour stabiliser les canots de sauvetage, ce qui était très important lorsque les vents soufflaient et que la mer était agitée. Ils prévoyaient de voyager vers l'ouest. Ils savaient qu'en faisant cela, ils traverseraient les routes maritimes commerciales et que ce serait leur meilleure chance d'être repérés puis secourus. Cependant, il a fallu plusieurs jours avant que l'équipage accepte de lui donner du tissu de leurs vêtements pour qu'ils puissent fabriquer une voile improvisée. Si l'un d'entre eux doutait encore de la gravité de leur situation, ils s'en sont vite rendus compte lorsque, avant même que l'un d'eux ne dorme la première nuit dans les canots de sauvetage, ils ont dû repousser un requin avec leurs rames. Durant les 2 premiers jours, aucun homme n'a mangé.
Ils espéraient que la mer pourvoirait à leurs besoins, mais ils n'avaient aucun moyen d'attraper du poisson, et il avait à peine plu. Donc, ils ne pouvaient pas boire beaucoup d'eau. Le 7 juillet, le capitaine Dudley a ouvert la première boîte de navets et les a partagées équitablement entre l'équipage. Une maigre ration, et il ne leur restait plus qu'une seule boîte. La boîte vide de navets servirait désormais à recueillir l'eau de pluie s'il venait à pleuvoir. 2 jours plus tard, une tortue fut aperçue, qu'Edwin Stevens réussit à attraper et à ramener à bord. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John, qui possédait une fortune, mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ? Me demanderez-vous. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. Avec la seconde boîte de navets, permis à l'équipage de se nourrir durant les 7 jours suivants. Cependant, ils ne purent pas boire le sang de la tortue, car bien que le capitaine Dudley ait essayé de recueillir le sang dans l'étui de son chronomètre, les vents étaient assez forts ce jour-là, et comme les vagues déferlaient sur les côtés des canaux de sauvetage, le sang se mélangea à l'eau de mer. Alors que le soleil les accablait et qu'ils ne voyaient aucun signe de pluie, les hommes finirent par commencer à boire leur propre urine. Leurs lèvres devinrent desséchées, et l'exposition au soleil, à la mer et au vent fit que leur peau devint douloureuse. Dans leur désespoir, le jeune Richard Parker but de l'eau de mer et tomba gravement malade, tout comme Edwin Stevens. Leur situation était devenue si grave qu'après 4 jours sans nourriture, le capitaine Dudley souleva la question de savoir si l'un d'entre eux devait être sacrifié afin de sauver les 3 autres. Depuis qu'ils étaient montés à bord du canot de sauvetage le 5 juillet, ils n'avaient vu aucun navire, pas même un seul bateau à l'horizon lointain. Le capitaine Dudley déclara qu'il déciderait de qui devait mourir en tirant au sort. Cependant, cette suggestion provoqua des désaccords entre les hommes, en particulier chez le membre le plus âgé de l'équipage, Edwin Brooks. Il était fortement opposé à cette idée et rappela qu'il se trouvait dans les voies maritimes et qu'il pouvait apercevoir un navire et être secouru à tout moment. Quelques jours passèrent, accroissant le désespoir et la détresse des hommes. Richard Parker paraissait très faible. Il restait allongé au fond du canot jour et nuit, tandis que les discussions sur le fait d'en tuer et manger un se poursuivaient. Le capitaine Thomas Dudley et le premier officier Edwin Stevens pensaient que ce serait la seule façon de survivre. Ils avaient tous les deux des femmes et des enfants et pensaient qu'ils devaient recourir à de telles mesures pour survivre à l'épreuve jusqu'à ce qu'un navire de passage les repère et qu'ils puissent rentrer chez eux. Le 24 juillet, les hommes étaient devenus très désespérés. Ils étaient certains de ne pas survivre un jour de plus. Le capitaine Thomas Dudley et le premier officier Edwin Stevens se firent silencieusement signe que le jeune Richard Parker devait être tué. Ils ne pensaient pas qu'il survivrait beaucoup plus longtemps et le tuer avant sa mort naturelle leur permettrait de boire son sang. Les 2 hommes s'approchèrent de lui. Ils sombraient dans l'inconscience par moments. Le capitaine Dudley prononça une courte prière. Edwin Stevens lui tint alors les jambes et, tandis que le capitaine Dudley le regardait d'en haut, Richard Parker leva les yeux et murmura « Moi ?» avant que le capitaine ne tranche la veine jugulaire du jeune homme, délirant et sans défense avec son canif, prenant soin de recueillir le sang dans l'étui de son chronomètre. Les 3 hommes burent alors le sang, puis passèrent les jours suivants à manger sa chair et ses os. Étonnamment, le premier officier Edwin Stevens,
qui avait pourtant soutenu l'idée de manger un membre de l'équipage, en mangea en réalité très peu. 5 jours plus tard, le 29 juillet, un navire allemand nommé le Montezuma aperçut la petite embarcation de sauvetage qui tanguait sur les vagues. Le capitaine ordonna à son équipage de se diriger vers elle, et le capitaine Thomas Dudley, le premier officier Edwin Stevens et le marin Edwin Brooks furent tous secourus. Le capitaine Dudley passa les jours suivants à rédiger un récit sur le naufrage du Mignonnette et leur calvaire de 24 jours dans les canaux de sauvetage. Le samedi 6 septembre, le navire allemand accosta à Falmouth, dans le comté anglais de Cornouailles, avant de poursuivre son voyage vers Hambourg. À leur retour en Angleterre, les 3 hommes se rendirent à la douane où le capitaine Thomas Dudley et le premier officier Edwin Stevens déposèrent des déclarations officielles. C'était une exigence des lois sur la marine marchande lorsqu'un navire avait été perdu en mer. Les hommes pensaient être protégés par la coutume maritime, alors ils ne se retinrent pas et racontèrent aux autorités exactement ce qui leur était arrivé, ainsi que tous les détails horribles sur la façon dont ils avaient survécu en tuant et en mangeant le mousse. Cependant, cette coutume n'était qu'une coutume et non une loi. Le sergent de service de la police du port de Falmouth s'appelait James Lafferty et, après les déclarations du capitaine Thomas Dudley et du premier officier Edwin Stevens, il décida qu'il devait interroger les 2 hommes plus en détail. Les déclarations furent télégraphiées au Board of Trade et au Registrar General of Shipping. Pendant ce temps, le sergent Lafferty prit le couteau utilisé pour tuer Richard Parker, sachant que cela pourrait plus tard servir de preuve. Les 3 hommes furent alors détenus jusqu'à ce qu'une décision sur leur sort revienne de Londres. C'était samedi et la décision devait normalement venir du ministère de l'Intérieur, fermé le week-end. Le sergent décida qu'il arrêterait les hommes pour meurtre en haute mer. Il obtint les mandats du maire et tous les hommes furent escortés jusqu'au poste de police. Des mesures furent prises pour leur comparution devant les magistrats. 2 jours plus tard, le matin du lundi 8 septembre, le capitaine Dudley croyait toujours qu'ils avaient agi légalement selon la coutume de la mer, et il était donc convaincu que les magistrats rejetteraient les accusations. Cependant, le magistrat ne savait pas quoi faire, alors il demanda conseil au conseiller juridique du Trésor. L'audience fut ajournée et les hommes furent renvoyés dans leurs cellules. Le mercredi 10 septembre, l'affaire était discutée par le ministre de l'Intérieur, Sir William Harcourt. Après avis de ses principaux conseillers juridiques, il fut décidé qu'il comparaîtrait de nouveau au tribunal le 18 septembre et bénéficierait d'une libération sous caution pour passer du temps en famille. À ce moment, la nouvelle des 3 naufragés s'était répandue dans toute la Grande-Bretagne et intriguait fortement le public victorien. L'histoire des marins ayant mangé le mousse pour survivre a été relayée dans le monde entier, pas seulement en Grande-Bretagne. Et il semblait que l'opinion publique soutenait largement le capitaine Dudley, le premier officier Edwin Stevens et le marin Edwin Brooks. Il a été rapporté que lorsque les 3 hommes sont retournés au tribunal le 18 septembre, le frère du mousse, Richard Parker, leur a serré la main et n'a montré aucun signe de ressentiment à leur égard. Des collectes ont été organisées pour financer la défense des marins. Des dons publics ont été recueillis et le canot de sauvetage a été exposé, permettant ainsi aux curieux, moyennant un petit prix, de voir l'endroit où les hommes avaient effacé 24 jours et où ils avaient commis leur acte de cannibalisme. L'affaire avait présenté certaines difficultés, car les seuls témoins du crime présumé étaient Thomas Dudley, Edwin Stevens et Edwin Brooks, et en ce qui concerne les accusés, tous avaient le droit de garder le silence. Cependant, l'accusation a décidé de ne présenter aucune preuve contre M. Edwin Brooks et a demandé qu'il soit libéré. Cela signifiait qu'au procès, il pouvait désormais être appelé comme témoin à charge. Le procès s'est ouvert le 3 novembre 1884 dans la ville d'Exeter, devant le juge Huddleston. Le juge Huddleston savait qu'il existait une forte opinion publique en faveur d'un acquittement, mais le ministre de l'Intérieur, Sir William Harcourt, tenait absolument à ce que Thomas Dudley et Edwin Stevens soient reconnus coupables de meurtre. L'accusation était dirigée par Arthur Charles QC et la défense était assurée par Arthur G. H. Collins QC. Thomas Dudley et Edwin Stevens ont tous 2 plaidé non coupables. Le juge a proposé de procéder d'une manière qui n'avait pas été utilisée dans un tribunal britannique depuis 1785, à savoir par un verdict spécial. Il a expliqué que le jury ne recevrait que les faits de l'affaire et ne donnerait pas d'avis sur la culpabilité ou l'innocence des accusés.
Cette décision serait prise par le juge. Le procès serait alors ajourné afin qu'une formation élargie composée de plusieurs juges puisse entendre les arguments des avocats à une date ultérieure. Le témoin le plus convaincant était Edwin Brooks. Il a décrit les actions des accusés alors qu'ils se trouvaient dans les canots de sauvetage. Il pensait que Richard Parker serait mort en premier et qu'en le tuant et en le mangeant, ils avaient réussi à se sauver eux-mêmes. Après la présentation des preuves, le juge a offert au jury 2 options: accepter ses instructions et déclarer les 2 hommes coupables de meurtre ou rendre un verdict spécial. Sans attendre la décision, le juge a présenté un verdict spécial qu'il avait rédigé la veille au soir. Il a ensuite demandé au jury de signaler leur approbation des faits pendant sa lecture à voix haute. Il croyait que les preuves avaient établi que tous les hommes seraient morts s'ils n'avaient pas mangé Richard Parker. Parker était très faible et serait probablement mort le premier. Au moment du meurtre, il n'y avait aucune perspective raisonnable d'être sauvé, et il n'y avait pas plus de nécessité de tuer Richard Parker que l'un des 3 autres hommes. Lorsque le juge a lu ces déclarations, il a interprété le silence du jury comme un accord. Enfin, le juge déclara « Mais quant à savoir si dans l'ensemble de l'affaire, les prisonniers étaient et sont coupables de meurtre, le jury l'ignore et s'en remet aux tribunaux. » Le juge a alors renouvelé la caution du prévenu et l'affaire a été renvoyée à la division du Queen's Bench pour décision. La division du Queen's Bench s'est réunie le 4 décembre et les débats ont été présidés par Lord Coleridge, avec une formation élargie de juges. L'avocat de la défense, Arthur Collins, leur a dit que le meurtre avait été commis par nécessité. Il a expliqué que ses clients n'avaient pas d'autre choix que de prendre la vie d'autrui afin d'augmenter leurs propres chances de survie. Il y avait très peu de précédents juridiques auxquels M. Collins pouvait se référer, mais il a tout de même cité l'affaire de 1842 United States v. Holmes. Dans cette affaire, le navire américain William Brown a coulé après avoir heurté un iceberg. Les membres d'équipage, y compris M. Holmes, pensaient que leur canot de sauvetage était surchargé et risquait de couler. Alors, ils ont jeté 14 passagers par-dessus bord dans l'eau froide, ce qui a finalement entraîné leur mort. Dans cette affaire, le juge des tribunaux de Pennsylvanie a indiqué au jury que la nécessité pouvait constituer une défense complète, mais que la personne qui commet le crime en invoquant la nécessité doit être irréprochable et ne doit aucune obligation envers la victime. M. Holmes a été condamné, mais il n'a écopé que d'une très courte peine de prison et d'une amende de $20. À la fin de la procédure, les juges se sont retirés pour délibérer. Lorsqu'ils sont revenus, Lord Coleridge a déclaré que le collège de juges avait conclu qu'il n'existait aucun moyen de défense fondé sur la nécessité face à une accusation de meurtre. Il a remis en question la manière dont la valeur comparative des vies devait être mesurée. Était-ce la force, l'intellect ou autre chose? Il ne pensait pas non plus qu'il était plus nécessaire de tuer Richard Parker que n'importe lequel des 3 autres hommes présents à bord des canots de sauvetage. Thomas Dudley et Edwin Stevens furent alors condamnés à mort avec une recommandation de clémence. Il y eut un tollé public, et l'opinion générale était que le verdict n'était pas juste. Sur les conseils du ministre de l'Intérieur, Sir William Harcourt, la reine Victoria a commué la peine en 6 mois de prison. Thomas Dudley a finalement émigré en Australie où il fabriquait des voiles pour bateaux et était connu sous le nom de Tom le Cannibale. Il est mort en 1900. Toute cette épreuve a eu de lourdes conséquences sur Edwin Stevens. Il a commencé à boire excessivement et est mort dans la pauvreté en 1914. Bien qu'Edwin Brooks n'ait jamais été inculpé, il a tiré profit de tout cet épisode macabre. En apparaissant dans un cirque itinérant, il était connu comme un cannibale des hautes mers et mangeait des morceaux de viande crue lancés par la foule. Il est mort en 1919. Dans le brillant livre L'histoire de Pi, publié en 2001 et écrit par l'auteur Yann Martel, un jeune garçon dérive dans un canot de sauvetage avec un tigre du Bengale. Le tigre s'appelle Richard Parker. Le livre a été adapté en film en 2012. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.